Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous êtes considéré comme un artiste de poids et pas seulement à cause de celui que vous portez sur vos épaules. Vous avez consacré votre vie à démontrer que le piano du pauvre pouvait devenir la plus belle des richesses. Entre Tokyo, le Grand Rex et Saint-Germain, vous êtes parvenu à trouver 1 heure pour faire un détour par Sud Radio où les chaises sont suffisamment confortables pour que votre pantalon ne soit pas en accordéon. Bonjour Richard Galliano. Bonjour. Je ne pouvais pas passer à côté de celle-là. Oui. On a dû vous le dire 10 fois, les pantalons en accordéon, non ? Non, pas souvent, non. C'est une première. C'est une première. Oui. Alors, c'est une première aussi de vous accueillir dans les clés d'une vie pour parler de votre carrière exceptionnelle de musicien et de parler d'un événement qui se passe dans quelques jours, 3 événements en même temps. Et le principe de l'émission, Richard Galliano, c'est de vous découvrir ou de vous redécouvrir à travers des dates clés pour montrer votre parcours. Et la première date clé que j'ai trouvée vous concernant, Richard Galliano, c'est le 5 janvier 1978. Alors, c'était à la télévision, c'est votre première télé. On vous remet un trophée mondial senior d'accordéon et la coupe au RTF. Ah oui, tout à fait, oui. C'est votre première télé. Je pense, oui. En 78. C'est ça. Oui. Et qu'est-ce que c'est que ce trophée et cette coupe au RTF, Richard Galliano ? Et je me demande si c'est pas 68 plutôt. En tout cas, c'est marqué. Non, c'est 68 parce que je me souviens que j'avais reçu le prix du président de la République de l'époque et c'était Charles de Gaulle. Oui. J'ai encore la médaille chez moi. Et oui, c'est la première fois que j'avais gagné, fait une télévision. Et c'est quoi cette coupe au RTF, cette coupe, ce trophée mondial? Alors, il y a différents concours. La coupe au RTF, c'était organisé par l'ORTF à l'époque. Oui. Donc il y avait des éliminatoires toute l'année dans toutes les villes de France et la finale à Paris. Et avec des morceaux imposés de compositeurs comme André Astier, comme Arturo Oere, par exemple, des gens qui venaient du classique aussi, et avec 2 catégories, une catégorie musette et une catégorie classique. Alors, dans ce film télévisé, on vous voit dans votre maison du Rouret, dans le jardin planté d'oliviers et sur le balcon en train de jouer l'accordéon. Ah oui, je me souviens tout à fait de ça. Oui, je vois bien, oui. Et oh là là, ça remonte à loin. Hein. Et j'ai toujours le même instrument d'ailleurs. Oui. Toujours mon Victoria qui m'avait été offert par ma grand-mère et mon père bien sûr, mes parents. C'était vraiment un cadeau familial qui m'a suivi toute la vie. Et le trophée mondial aussi, c'était un peu le même principe que la coupe RTF, sauf que c'était international. Donc c'est la première fois que je rencontrais des accordéonistes italiens, russes. C'était une belle. Bon, c'est vrai que la notion de concours, j'en ai fait beaucoup dans ma jeunesse, parce que l'accordéon n'était pas conservatoire, c'était pas un mal non plus, on y reviendra. Mais disons que, comme disait Béla Bartók, les concours, la compétition, c'est pour les chevaux de course, pas pour les musiciens, pas pour les artistes. On est bien d'accord. Alors, il y a une formation par rapport au public, par rapport à le fait de jouer sur scène, de garder son calme, de se concentrer, ça c'est bien. Mais le côté compétition avec des autres musiciens, ça peut déformer des gens, ça, vraiment, ça peut être très dangereux. Alors, vous habitez le Rouret, c'est près de Grasse et de Cannes, et il y a un autre musicien célèbre qui a eu une villa au Rouret, je ne sais pas si vous le savez, c'est Richard White, qui a été le claviériste des Pink Floyd, qui a eu une maison là-bas, à côté de chez vous. Oui, on ne s'est jamais rencontrés, mais j'ai su qu'il habitait là, Donc là, il y a la maison vraiment familiale. J'ai quitté le midi de la France à l'âge de 20 ans. Vous voyez, aujourd'hui j'ai 68 ans, on peut vite calculer. Donc j'ai plus vieilli, on peut dire, oui, et vécu à Paris que dans le Sud. Mais les premiers temps, lorsque je suis arrivé à Paris, dans les années 70, où j'accompagnais Nougaro, où je faisais beaucoup de studios, et puis les enfants étaient petits aussi, donc j'étais un peu bloqué sur Paris. Aujourd'hui, c'est la liberté. Comme je viens de faire une tournée en Suisse et en Allemagne. Je vais partir en Sardaigne. Je retourne en Allemagne aussi à Cologne dans 2 jours. Donc je peux partir de Paris, du Rouret ou de Nice. Et ça, c'est la chose dont je rêvais avant. Alors justement, vous rêviez dans vos jeunes années de tas de choses. Et votre goût pour l'accordéon, vous le devez à Luciano, votre père, Richard Galliano.
En fait, c'est Lucien. C'est dans les bios. Alors, on l'a italianisé. Bien sûr qu'il est d'origine italienne. Il était d'origine italienne. Mais c'est vrai que c'est lui qui m'a donné le virus de la musique, le goût à la musique, le goût à l'accordéon. Malheureusement, j'ai perdu mes parents l'année dernière, à 6 mois de différence. Maman en décembre et mon père 6 mois après. Je dois dire que même si à notre âge, quoi, c'est quelque chose vraiment, c'est un passage obligé, mais c'est plus pareil après, c'est plus pareil. Et il y a toujours ces choses qui reviennent. Et ces souvenirs de jeunesse, et l'un de vos premiers souvenirs de jeunesse, Richard Galliano, sont des marins américains en rade de Cannes qui jouent des instruments de musique. Ça vous a marqué, je crois. Ça m'a marqué. C'était aux arènes de Cimier, en fait, ça, exactement. Et il y avait un big band, donc de jazz. Et au lieu qu'il y ait un pianiste ou un guitariste, il y avait un marin accordéoniste de jazz. Et d'ailleurs, ce jour-là, il avait eu des problèmes avec son amplificateur. Et ça craquait, ça crachouillait un peu. Mais c'est là que j'ai dit, tiens, ça m'a donné un déclic. J'ai dit, tiens, c'est l'accordéon avec le jazz et le big band. Et d'ailleurs, quelques années après, j'ai fait un disque pour Milan qui s'appelle 10 Years Ago, avec le big band de Bruxelles. Et où, justement, j'ai voulu retrouver la même situation. J'ai dit, bon, il n'y aura que le big band, c'est-à-dire les cuivres, la rythmique, et l'accordéon. Pas de piano, pas de guitare. Alors que c'était des amis qui avaient les postes de pianiste. Mais j'ai dit, non, on n'aura plus d'espace comme ça. Mais voilà, j'ai reproduit ce choc de la jeunesse, quoi. Hein, et la jeunesse aussi, c'est le Conservatoire de Nice, avec Pierre Cochereau, qui tenait les orgues. Ça, vous avez vraiment appris votre métier là-bas, Richard Galliano. Oui, tout d'abord avec mon père, après avec un professeur ami de mon père qui s'appelait Claude Noël, qui m'a vraiment fait découvrir des très belles choses, et que c'était un dissident de l'accordéon déjà, c'est-à-dire des choses cachées. Art Van Damme, l'accordéoniste américain, toute la littérature composée par les organistes italiens. Donc j'ai été aiguillé différemment. Je suis allé au conservatoire quelques années après. C'était Pierre Cochereau, immense musicien, qui dirigeait, mais là, l'accordéon n'était pas... Il n'y avait pas de classe d'accordéon. Et quand j'ai voulu... alors je jouais du piano, mais d'une manière moins assidue que l'accordéon, mais j'étais quand même musicien. J'avais justement gagné pas mal de concours déjà. Et quand arrivé au conservatoire de Nice, je me suis adressé à la secrétaire en disant, ouais, j'aimerais rentrer dans la classe de piano. J'avais 13 ans à l'époque. Elle dit, 13 ans, vous êtes trop vieux. Et moi, j'ai pris ça au premier degré. Et pendant 7 ans, j'ai plus joué de piano du tout, quoi. J'ai dit, je suis trop vieux. Je me suis remis au piano à ma manière après, quoi. Et vous avez fait du trombone à coulisses. Trombone à coulisses, j'ai un prix de Nice. Et surtout de l'écriture avec un musicien magnifique, Pierre-Philippe Bauzin, très grand compositeur, mais complètement méconnu. C'est un organiste aussi. Il m'a vraiment donné le goût à l'écriture. C'était quelqu'un de très ouvert aussi sur le jazz, sur la musique, la chanson surtout. Et il a écrit, par exemple, il était très intime très ami avec Rampal, le flûtiste, pour qui il a écrit un très beau concerto pour flûte et orchestre. Voilà, c'est des gens qui m'ont donné, que j'ai rencontrés sur ma route, et qui m'ont donné le virus et le virus, et puis montrer la bonne direction surtout. Alors, j'en reviens au trombone à coulisses, parce que finalement, on connaît peu cet instrument, qui est un instrument ancien, puisque la première trace du trombone à coulisses, c'est le buxin, une sorte de tuba joué par les Romains. Ah oui. Oui, et qui a ensuite été repris au 19e siècle et transformé, mais finalement c'est un instrument très méconnu, le trombone à coulisses. Oui. Bon, dans l'orchestre classique, il y a des pupitres des grandes formations, et donc il y a des pupitres de trombone basse, les trombones ténors. Dans le jazz, il y a eu beaucoup de très grands, Gigi Johnson, Frank Rossolino, des grands virtuoses du trombone, Urbie Green. Et lorsque je suis arrivé à Paris, je vous dis, dans les années 70, j'ai d'abord, on peut dire, travaillé et fait le métier de musicien en studio comme tromboniste. Et ça m'a donné du recul par rapport à l'accordéon, justement. Parce qu'il y a certaines choses que je ne voulais pas faire à l'accordéon. Mais vous avez fait d'autres choses. On va en parler dans quelques instants avec une autre date, le 10 mai 1983.
À tout de suite sur Sud Radio avec Richard Galliano. Évitez de grignoter. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Richard Galliano. Alors, on a parlé de vos débuts d'accordéoniste et du trombone à coulisses à Nice. Et puis, il s'est passé quelque chose le 10 mai 1983. Un album est sorti. Écoutez ceci. Belle amie, quel bonheur de te voir devant moi. Quelle joie, belle amie, te voilà. À mi-chemin, Claude Nougaro. Et Claude Nougaro, c'est votre amitié quand vous êtes arrivé à Paris, Richard Galliano. Oui. J'ai commencé en 76 dans l'orchestre. Je suis resté 8 ans jusqu'à 83. La 83, c'était la fin. Et dans ce disque, justement, à mi-chemin, j'avais 2 compositions. Un morceau qui s'appelle « Allée des brouillards ». Qu'on va écouter. Allez des brouillards. Mais de quel droit je t'inflige ce tableau désespéré? Ça vous rappelle des souvenirs, Richard Galliano? Ah oui, totalement. D'ailleurs, la première fois que Claude m'avait proposé un texte, ça avait été très difficile pour moi. Il m'avait dit non, c'est à côté de la plaque. Et il m'a donné une deuxième chance donc avec ce texte d'Allée des brouillards. Et là, j'ai compris que la chanson, il fallait chercher la simplicité, il faut avant tout que ça soit chantable, oublier le côté instrumental. Et je crois que cette chanson, avec le recul, je pense que c'est une réussite, c'est une belle œuvre. Alors il faut savoir que l'Allée des brouillards, c'est à Montmartre où il vivait. Oui. Il avait une maison d'ailleurs où il habitait qui était réputée pour ses fantômes. Il paraît qu'il y avait un fantôme dans les maisons, oui. Et je ne sais pas si vous l'avez dit. C'est pour ça qu'il parle du fantôme. Voilà. Et Gaillard, et les propriétaires suivants ont constaté qu'il y a effectivement quelque chose de bizarre dans cette maison. Vous m'apprenez quelque chose plusieurs années après sur le texte. Et d'ailleurs, c'était donc la petite ruelle qui menait entre la maison de Nougaro, Oui, qui habitait l'avenue Junot. oui, au 30 avenue Junot, je Et crois. voilà, et la maison qu'habitait Diane Dufresne, aussi juste près de la place d'Alida. Exactement. Voilà, et cette allée du brouillard, c'est... Alors comment avez-vous rencontré Claude Nougaro, Richard Galliano? Alors, comment je l'ai rencontré? C'est une demande par l'intermédiaire de son manager de l'époque. Je connais que lui. Le nom va vous revenir. Oui, le nom va vous revenir. Mais surtout, vous êtes êtes venu à Paris pour travailler la musique à cette époque-là. Vous débarquez à Paris. Oui, mais alors là, c'était vraiment une aubaine, une frustration aussi, parce que c'était au moment du départ de Eddie Louis, de la formation de Claude. Et Claude chantait à la fois une chanson qui s'appelait L'île de Ré, à base d'accordéon. Et moi, je jouais d'un instrument qui avait donc la double possibilité d'instruments acoustiques, avec le son traditionnel de l'accordéon, et aussi le son de l'orgamon. Et donc, je suis rentré dans l'orchestre. Je veux dire, j'étais engagé comme pour jouer l'accordéon acoustique, un peu l'orgue à travers mon accordéon. Et quand Claude a su que je jouais du trombone, alors j'ai jonglé suivant les chansons de pupitre de trombone à l'accordéon. Et après, il m'a proposé, c'est un des seuls, je pense, chanteurs qui proposait comme ça à des gens hors circuit. Moi, j'arrivais à Paris, il m'a proposé de faire une chanson avec lui. C'est pas courant, ça. Je veux dire, il sentait la première chanson que j'ai écrite s'appelle Dévoilier. Et c'est vraiment une invitation au voyage artistique, quoi. C'était... Et vous parliez de l'île de Ré, Richard Galliano, c'est là où il a écrit beaucoup de ses chansons, il s'enfermait pour écrire ses textes. Et l'île de Ré, tiens, on l'a retrouvé grâce à notre réalisateur. Climat.org. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité Richard Galliano, avec des dates qui vous rappellent bien des souvenirs, avec émotion. 18 septembre 1988, une ville qui est difficilement atteignable par train, en Corrèze, Tulle. Ah, c'est Tulle, oui. Et il y a donc les premières nuits de Nacre. Nuit de Nacre, oui. Et ça, c'est un événement aussi pour Tulle, mais pour vous, Richard Galliano. Très belle expérience, parce que ça m'a permis de passer de l'autre côté de la barrière. C'est une barrière fictive, mais c'est vrai que souvent les artistes ont une vision du métier, vu de leur point de vue. Alors que les organisateurs, les gens qui rêvent à une programmation ont une autre vision. Et là, comme j'ai été directeur artistique pendant quelques années de ce festival, ça m'a permis d'une part de faire partager toutes les choses que j'aimais profondément, de rectifier le tir par rapport à l'accordéon, c'est-à-dire je disais,
montrer la face cachée de l'accordéon. C'est-à-dire les belles choses qu'il y a. C'est-à-dire l'accordéon avec Barbara, l'accordéon du brésilien Sivuca, l'accordéon de concert, l'accordéon... Oui, parce que finalement, l'accordéon, on appelle ça le piano du pauvre, mais il est assez méconnu. Eh oui, oui. Vous savez, c'est un instrument très, très jeune, parce le principe a été inventé dans les années 1820, par là, mais le modèle tel que je le joue, c'est entre 1940 et 1950. C'est un peu comme le saxophone, vous voyez, il ne faut pas l'enfermer dans un conservatoire. C'est des instruments qu'il ne faut pas enfermer dans un conservatoire parce que ce soit le saxophone ou l'accordéon, ce sont des instruments qui ont accès à plusieurs répertoires. On peut jouer des chansons, de la musique classique, du blues, comme Clifton Chenier. On peut jouer des œuvres d'orgue, comme font beaucoup d'accordéonistes russes sur les bayanes. Oui, il y a même aujourd'hui des accordéons qui permettent de jouer de 48 ou 50 instruments en même temps. Oui, les accordéons, c'est un peu ce que j'utilisais avant la lettre avec Nougaro. Oui. Sauf qu'à l'époque, c'était un système 1 volt par octave, alors je me connectais à des synthétiseurs déjà à l'époque. Mais bon, la lame qui vibre, c'est quand même autre chose. Alors, j'en reviens à ces nuits de Nacre, Richard Galliano. Comment vous êtes-vous retrouvé à la tête de ce qui étaient les rencontres internationales de l'accordéon ? Il y a eu un préambule à cela. C'était une masterclass. Pendant 2 années, je crois, ou 3, j'ai animé des masterclass. C'est là que j'ai rencontré des accordéonistes, notamment comme Daniel Mille, qui était complètement perdu dans ses études et que j'ai aiguillé, et je crois que ça a donné un bon fruit. et à l'issue de ces 3 années, j'ai rencontré un directeur du centre culturel qui a eu cette idée. D'ailleurs, l'idée, Mandon, son prénom m'échappe, mais... Marc Mandon, je crois. Je sais plus. Oui, quelque chose comme ça. Mais l'idée des Nuits de Nacre, ça vient de lui. J'ai trouvé le nom des Nuits de Nacre. Et donc, dès la première année, on a invité... Jacques Higelin est venu. Yvette Horner est venue. Yvette Horner, avec Raoul Barbosa, qui était complètement méconnu. Dans la même soirée, je les avais programmés ensemble. Parce que tous les deux étaient populaires, mais dans des registres différents. Oui, Yvette Horner, ça a été la reine du Tour de France, la reine des 6 jours. C'était un phénomène hors du commun. Une femme magnifique, une grande musicienne, pianiste concertiste. Et elle jouait par exemple les préludes et fugues du clavecin bien tempéré à l'accordéon d'une manière vraiment très musicale. Mais bon, voilà. Souvent... On met des gens dans des boîtes. Voilà. Elle, c'est le côté populaire. Pendant longtemps, je crois que... Je ne sais pas si elle en a souffert parce que c'était une femme de caractère, elle savait ce qu'elle voulait, oui. mais voilà. Je me souviens de sa maison où j'avais été interviewé. Les poignées de porte étaient en accordéon. Ah oui, oui. Je ne sais pas si vous avez été là-bas. À la fois, elle a beaucoup souffert du choix de ses parents. Parce qu'elle voulait être concertiste pianiste, oui. et ses parents ou sa mère lui ont dit non, tu vas jouer l'accordéon, tu pourras mieux gagner ta vie, et elle en a souffert. Elle disait qu'elle a pleuré pendant des mois, mais on s'est vraiment rapproché vers la fin de sa vie, justement, puisque Jean-Pierre Aubrin a été le manager de Nougaro, puis après d'Yvette Horner. Vous voyez, ça peut paraître mais non, mais c'est déjà, ils ont quelque chose en commun, c'est le sud-ouest, l'accent, et aussi la force et le caractère. Alors, dans ce festival, ces premières nuits de Nacre, il y avait également une autre chanteuse très célèbre qui a chanté l'accordéon. Et Juliette Gréco a chanté accordéon. Bourvil l'a chanté aussi, un hymne justement à cet instrument. Oui, tout à fait. C'est la chanson de Gainsbourg. Oui. J'ai eu le plaisir d'accompagner Juliette Gréco. Je remplaçais Marcel Azola à l'Olympia. Et c'était vraiment, avec Johannes, son pianiste, c'était vraiment un grand plaisir à chaque concert. Bon, c'était l'accompagnement. Pour moi, ça devenait un peu frustrant parce que j'avais envie de passer devant. Mais comme je vous disais, c'est vraiment des artistes ce sont des artistes qui m'ont montré la voie, et j'ai toujours cette sensibilité, la sensibilité de Barbara, de Reggiani en moi. Oui. Et vous avez travaillé avec, mais c'était l'exigence totale, Barbara. Barbara, ah oui, très exigeante avec elle-même.
Et avec les autres aussi, parce que je me souviens de répétitions qu'on faisait, notamment pour Lily Passion avec Depardieu, où on répétait des heures et des heures. Ah, les enfants, c'est fantastique, fantastique. Au milieu de la nuit, elle vous réveillait, elle dit, ah là, ce truc-là, il va falloir changer. Mais une sensibilité, une telle... moi, j'avais collaboré avec Barbara donc pour Lily Passion, et 10 ans après, elle m'a rappelé, malheureusement, pour son dernier disque. Et là, elle m'a demandé que je la tutoie. J'avais du mal, mais il y a quelque chose qui s'était passé. Elle avait vu que je m'étais réalisé. C'est les premiers disques que j'avais... Elle écoutait... Elle me disait qu'elle écoutait en boucle le premier disque que j'avais fait pour Dreyfus, qui s'appelait Viaggio. Oui. Mais c'est des gens que j'ai toujours dans le cœur, quoi. À tous les concerts, lorsque je joue, ils sont tous là, quoi. Ils sont toujours... Et Barbara était une mécanique de précision. Elle arrivait le matin à l'hôtel pour un concert le soir. En revanche, celui qui improvisait, c'était Jacques Brel, parfois, et notamment avec ce duo avec Marcel Azor, Vesoul. Ah oui, oui. Alors, la texture de Zola est extraordinaire. C'est magnifique. Il nous a quittés très récemment. Oui. Alors moi, par rapport à Zola, ça a été aussi un guide très fort. Je me souviens, il a un disque qu'il avait enregistré en 1957-58, 4x4 ça s'appelait, et mon père m'avait donné un exemple. Et je me rappelle le jour, et c'était assez... comment dire, assez dur mais c'était très clair. Il m'a dit, tu vois, dans l'accordéon, c'est comme dans tout. Il y a le bon et le mauvais. Le bon, c'est Azola, le mauvais, c'est Verschuren. C'était pas gentil. J'en suis revenu parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les gens qui font les choses avec cœur, après le jugement, ça plaît ou ça plaît pas, mais je pense que Verschuren s'investissait à fond. Mais il était dans les balles populaires au maximum. Voilà. Bon, c'est pas le degré musical ou la sensibilité de Azola, ça n'a rien à voir. Je regrette pas d'avoir suivi la voie de Marcel Azola. Alors justement, vous êtes réalisé, comme vous le dites, Richard Galliano, en enregistrant des albums, une 50aine d'albums à peu près. Oui, mais justement, je suis resté des années sans enregistrer des disques. Je ne savais pas trop par quel bout prendre la chose, et c'est là que la rencontre avec Piazzolla a été décisive. C'est à sa mort, en fait, il est mort en 90, enfin il est resté 2 ans dans le coma, en 92 en fait. Et les premiers disques, c'était des hommages à Piazzolla. J'ai failli me noyer dans la musique de Piazzolla aussi, alors que son conseil, c'était de me réaliser moi-même. Hein. Et vous avez, à 60 ans, réalisé un rêve d'adolescent en enregistrant des morceaux classiques, dont celui-ci, Richard Galliano. Bach. Ah oui, l'art de la fugue. Alors comment vous êtes retrouvé à jouer des musiques classiques? Parce qu'au départ, personne n'en voulait. Oui, c'est tombé du ciel. À la fois, c'était par rapport au nombre de disques jazz que j'avais fait. Et je pense que le directeur de Deutsche Grammophon était quelqu'un qui venait du jazz, donc il me connaissait. Et alors justement, récemment est sorti, vous savez, ça fait 333 ans que Bach est mort. Et ils ont sorti donc chez Deutsche Grammophon un grand coffret qui pèse 11 kilos avec tout Bach. Et le dernier morceau de la série, je ne sais pas combien, il y a 300 CD. Le dernier morceau, c'est ce qu'on vient d'entendre, c'est l'art de la fugue joué par moi, quoi. Et je trouve que c'est un signe vraiment très fort, parce que pour moi c'est un aboutissement. C'est comme si je mettais un petit drapeau là. Voyez. Mais jouer de la musique classique à l'accordéon, c'était un rêve d'enfance. Toute mon enfance, j'ai joué de la musique classique, un peu par réaction vis-à-vis de mon père, qui était un magnifique musicien de dancing, de bal. Il avait un répertoire sans limite, il pouvait jouer tout. Et moi, j'ai rejeté un peu le côté musette pendant des années, mais pas parce que je détestais ça, mais parce que je voulais, je pense, trouver ma place. Alors je jouais. Je disais même, je joue de l'accordéon, mais je me soigne, vous voyez. Oui, mais convaincre une maison de disques de vous laisser enregistrer des morceaux classiques à l'accordéon, c'était pas évident. Vous êtes le seul et le premier à l'avoir fait, Richard Galliano. Dans les années 70-80, ça n'aurait pas été possible. Là, ce qui a changé, c'est que la demande est venue de Deutsche Grammophon. Ils m'ont proposé, voilà. Je dis, alors de suite, je dis Bach, le second,
Ils m'ont proposé Nino Rota, et j'avais fait un travail sur Nino Rota que j'adore. Et puis les suivants, c'était Vivaldi et Mozart. Voilà. Mozart, je l'ai fait un peu avec un côté de pertinence, en disant, tiens, écoutez Mozart, l'accordéon, ça marche aussi, parce que dans le public, c'est toujours pareil. Il y a des gens ouverts, il y a des gens qui écoutent, qui ont la sensibilité, puis il y a des gens qui aiment mettre les choses dans des compartiments. Et accordéon et Mozart, ça peut pas marcher. Mais accordéon et Tchaïkovski, ça marche aussi. Et ça marche aussi. Vous l'avez démontré. Extrait du concerto numéro 1 pour piano et orchestre. Là aussi, Tchaïkovski, c'est étonnant. Oui, et ça fonctionne très bien. Mais là, j'étais un peu dans la dynamique de vouloir prouver quelque chose. Avec le temps, je vous dis, ce qu'on écoutait tout à l'heure avec Brel et Azola, je me dis que la plus belle chose à l'accordéon, c'est la valse musette. Les valses de Joe Privat, de Marcel Azola, de André Astier, de Jos Baselli. Maintenant, j'écoute cette musique avec beaucoup d'émotion, et je partageais ça avec Michel Legrand aussi, qui était un très grand musicien, très grand orchestrateur, très grand compositeur, mais quand il y avait une petite valse musette qui arrivait, on dit petite, mais c'est une valse musette, elles sont très proches des valses de Chopin, finalement. C'est le même principe harmonique, les mêmes phrases, les mêmes... Il y a tellement de sensibilité dans ces choses. Alors Tchaïkovski, dont on parlait, bon, il aimait la musique russe, il était russe, il vivait en Russie, mais il avait une autre passion, je ne sais pas si vous le savez, la cueillette des champignons. Comme tous les Russes, il était fasciné, et il composait une mélodie après avoir consommé des champignons. C'est étonnant. C'était sa passion. Ah oui, d'accord. Et on vous doit aussi, puisque vous êtes un enseignant d'accordéon, une méthode complète d'accordéon, Richard Galliano, qui a été récompensée par des prix et que vous avez écrite avec votre père. Oui. Ça, c'était vraiment une très belle expérience avec mon père, mon père était professeur pendant plus de 50 ans. Et il a formé des dizaines et des dizaines de musiciens, très très complet d'ailleurs, très ouvert à tous les styles de musique, et réaliser cette chose avec nos deux visions complémentaires, ça a été une très belle chose, édité par Le Moine. Et récemment, il y a une édition américaine qui a édité Hal Leonard, c'est la plus grande édition musicale. Malheureusement, mon père est mort avant de voir la sortie américaine de notre méthode. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose dont je suis très, très heureux, très fier, et des moments magnifiques. Oui, mais moi, ce qui me fascine, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup plus de jeunes qu'on le dit qu'après l'accordéon. J'ai animé un jour une journée pour Cavagnolo. Il y avait 30 jeunes accordéonistes fabuleux. Ah, oui, et on dit que l'accordéon est mort. Pas du tout, il va très bien. Non. Ah non, là, il y a une... À toutes les époques, il y a eu des très grands accordéonistes, les plus grands, Tony Murena, Joe Privat, Gus Wieser, qui ont été les guides de la génération suivante, des Marcel Azola, des Jos Baselli. Et aujourd'hui, il y a Lionel Suarez, Dominique Émorine... mais qui passe des heures comme vous avec passion, 5-6 heures par jour pour jouer de l'accordéon. Voilà, et qu'on s'arrache aussi. Vincent Perani, qui a dans tous les projets maintenant d'avant-garde musicale. Et c'est tellement logique finalement, parce que l'accordéon est un instrument magnifique quand même. Oui. Et comme votre carrière qui est magnifique et vos activités, on en reparle dans quelques instants à travers une date future, le 12 avril 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Richard Galliano. Bougez plus. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Richard Galliano. On a parlé de vos 50 albums déjà enregistrés. Il y en a un 51e qui est The Tokyo Concert qui sort le 12 avril. Et là, c'est un événement important parce que c'est un des 3 concerts que vous avez enregistrés à Tokyo et donnés à Tokyo. Oui. Et ça a été un événement. Oui, tous les concerts sont des événements. Mais là, il s'est passé quelque chose d'autre. Tout à fait. Mon ingénieur de son enregistre beaucoup de concerts. Mais celui-là aurait pu passer aux oubliettes. Je dois vraiment la sortie de ce disque grâce à mon manager Thierry Sola, qui m'a dit, mais j'ai écouté l'enregistrement là au Japon, il faut le sortir en disque. Et pourquoi ? Et c'est vrai qu'il se passe quelque chose, parce que j'ai fait 3 concerts. Le premier... J'ai voulu faire un programme assez précis et je me suis senti, de cette soirée-là, un peu bloqué.
Le lendemain, j'ai dit, bon, allez, je vais suivre le conseil de Piazzolla, je vais faire tout ce qui me passe par la tête. Et bien sûr, avec des points d'ancrage, des morceaux voilà, assez phares. Mais je me suis laissé aller complètement. Et il y a eu un moment, je crois, de magie. Le public était magnifique. La salle sonnait vraiment très bien. Et ce disque-là, c'est comme aujourd'hui avec vous, c'est du direct complet. Il n'y a pas eu de montage, il n'y a pas eu de... C'est un concert entier. Et je dois dire que j'ai tout donné dans ce concert parce que après, l'hôtel n'était pas très loin de la salle de concert, mais j'ai eu un mal fou pour y aller. J'avais un mal aux chevilles, aux talons. J'étais vidé complètement. Je me suis vidé, vraiment. J'ai donné tout le meilleur de moi, là. Ah ben justement, on écoute un extrait d'un morceau de ce Tokyo Concert. C'est l'introduction. Les Japonais connaissent l'accordéon ? Oui, ils connaissent. Il y a des associations d'accordéonistes. Ils sont très férus d'accordéon. On joue plus l'accordéon à touche piano. D'ailleurs, dans le monde entier, on joue plus l'accordéon à touche piano. Au Brésil, ils connaissent pratiquement pas l'accordéon à bouton. L'accordéon à bouton, c'est surtout en France et en URSS, en Russie, pardon. Il y a même des accordéonistes célèbres. Il y a une jeune femme qui s'appelle Hiroko Ito, qui a commencé à 10 ans, qui est tombée amoureuse d'accordéon. Dans son pays, personne n'en voulait. Elle est venue en France où elle a appris l'accordéon. Avec Joël Rossi, l'accordéoniste qui joue dans l'île de Ré avec Nougaro. Exactement. Et le musette en France, elle l'a imposé au Japon. Mais j'ai entendu des jeunes accordéonistes japonais jouer parfaitement la musique de Joe Priva, mais dans le style mieux que n'importe quel accordéoniste français. J'ai été très 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 surpris. C'est étonnant parce qu'on sait que les Japonais aiment la chanson française, oui, mais le musette, c'était pas évident. Oui, parce que c'est vraiment un style. Mais bon, la musique, c'est tellement un langage comme ça, planétaire. Vous voyez, moi, j'ai toujours eu du mal avec l'anglais. J'ai toujours beaucoup travaillé avec des musiciens américains. Heureusement qu'il y a la musique, parce qu'on s'entend, ou que ce soit même des Russes, ou... il y a la musique, on sait de suite si on va s'entendre ou pas, quoi. Oui, si on s'écoute. Ne pas parler anglais, on s'en fiche, on a déjà assez de mal à parler français correctement. Oui, puis moi je mets un point d'honneur à parler un peu. Là encore récemment en Allemagne, bon, le réflexe c'est de parler de suite, de leur parler en anglais. Moi je leur parle en français, et puis voilà. Je leur dis, bon, ça doit être exotique pour vous. Richard Galliano, il y a dans cet album Tokyo Concert 6 titres inédits, 6 morceaux inédits. Oui. Si. Alors j'ai le disque sous les yeux. C'est des morceaux que vous avez composés, que vous avez choisis. Le premier Parisian Divertimento, c'est à la fois beaucoup d'improvisation, des points d'ancrage un peu, des morceaux comme des clins d'œil à chapitre, des morceaux comme ça. Le Clair de Lune, c'est la première fois. J'ai mis des années à savoir par quel bout le prendre. Écoutons-le justement. Qu'est-ce que c'est ce Clair de Lune et pourquoi un travail aussi complexe, Richard Galliano ? C'est une musique tellement divine. Alors je l'ai joué au piano et alors essayer de la jouer, prendre la partie piano et la jouer à l'accordéon, c'est un morceau classique. Une grave erreur que j'aurais fait dans ma jeunesse. Ouais. Et là, je me suis souvenu de l'amitié de Satie et de Debussy. Debussy avait beaucoup d'admiration pour Satie. Alors bien sûr, ça m'a ramené à Montmartre, ça m'a ramené au Limonaire. Réaliser que Clair de Lune, c'est avant tout une valse lente. Donc il faut... Et j'ai dit, je vais jouer Clair de Lune comme si j'étais un musicien de rue dans une rue de Montmartre. Et je crois que... Je sais pas, on peut pas lui demander, mais je pense pas que Debussy serait en désaccord avec moi. Je crois que l'âme du morceau et la sensibilité... en tout cas, moi, je suis satisfait avec ça. Il y a l'émotion juste. Ce qui est fascinant avec vous, Richard Galliano, c'est votre palmarès et vos voyages, car vous avez chanté dans les théâtres les plus importants du monde. Il y a le Lincoln Center de New York, le Victoria Hall de Genève, le théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, à Hambourg, partout. C'est-à-dire que vous êtes en permanence d'un bout à l'autre du monde. Oui. Toujours les voyages
Et c'est vrai que ça aboutit un peu à une déformation, c'est-à-dire lorsque je suis un peu sédentaire quelques jours, que je reste à la maison, je suis insupportable. Ma femme a beaucoup de patience, je dois dire. Mais je suis bien quand je suis en mouvement, que je bouge, quand il y a l'adrénaline du concert, le public qui renvoie cette énergie et un peu pas cette faculté, mais cette possibilité, je veux dire, d'arrêter le temps pendant un concert, lorsqu'il se passe bien. Encore dernièrement là à Essen, avec Mare Nostrum, Paolo Fresu à la trompette et Jan Lundgren au piano, on a joué pratiquement 2 heures et j'ai eu le sentiment que le temps, pour nous et pour le public, s'était arrêté. Et ça, c'est la plus belle chose par rapport à la musique, quoi, à l'art, quoi. Vous êtes l'un des rares musiciens accordéonistes à jouer dans le monde entier, Richard Galliano. Oui, finalement. C'était mon rêve aussi, de voyager. Maintenant, c'est plus difficile parce que sauter d'un avion à l'autre avec tous les contrôles qu'il y a, mon accordéon qui pèse 14 kilos dans le dos, ces contrôles où il faut presque se mettre à poil pour passer. Ils ouvrent même l'accordéon parfois, non? Ah oui, des fois, il y en a encore dernièrement des gens qui font du zèle, qui vous demandent. Dernièrement, j'avais un chiffon dans la poche. Il a fallu que je le sorte. J'ai dit, oui, c'est vrai, c'est très dangereux, ça, un chiffon. Mais enfin, voilà, quoi. Bon, ça fait partie là, je sais que dans 2 jours, ma femme m'a rappelé que je devais me réveiller à 5h du matin pour partir de Cologne, au bout de la Sardaigne. Mais bon, au moins, le soir, quand je joue, comme ce sera en solo, j'aurai de quoi raconter au public, quoi, ma journée, quoi. Alors, il y a d'autres événements que cet album Tokyo Concert. Il y a d'abord l'hommage à Michel Legrand, dont vous assurez la direction artistique, Richard Galliano. Oui, j'avais rendu visite à Michel Legrand et Macha avec mon épouse au mois d'octobre. Et il voulait qu'on parle de cette soirée au Grand Rex, qui lui tenait à cœur, avec le big band, et justement dans le disque de Mare Nostrum, on a enregistré Les Moulins de mon cœur. Et j'ai eu l'occasion de lui faire écouter. Il m'a laissé un message magnifique. Il avait été vraiment très touché. Et on s'était perdu de vue il y a ces dernières années. Et là, on s'est vraiment rapprochés. Et vraiment, il est passé vraiment une émotion entre nous très 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 forte. D'ailleurs, le jour où on a rendu visite, il m'a offert un bandoneon. Un bandoneon qui est particulier parce qu'il est chromatique à la main droite et diatonique à la main gauche. Et c'était d'ailleurs, Marcel Azola m'avait parlé il y a quelques années, il m'a dit, pour nous, le meilleur système, c'est ça, c'est chromatique à la main droite, c'est-à-dire nos réflexes d'accordéoniste, et la main gauche diatonique. Et cette journée était très belle. Malheureusement, il était déjà très, très fatigué, mais toujours cette force. Une énergie qui totale. M'a impressionné toujours. Et quel musicien. Il nous a montré un vieux chêne millénaire. Et justement, juste avant de mourir, il a demandé à Macha, il lui a dit, je veux que ce soit Richard qui mène cette soirée. Et pour moi, ça m'a beaucoup, vous imaginez, ému au plus profond de moi, quoi. Écoutons justement Les Moulins de mon cœur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur, comme un écheveau de laine entre les... Il y a vraiment la passion de la musique jusqu'au bout. Oh là là, ça, c'est un chef-d'œuvre. Alors justement, ce matin, lorsqu'on s'est rencontrés, on parlait des cons en général. Oui. Et il y a beaucoup de cons qui disent « Ah, Michel Legrand, quand il chante, c'est pas bien. » Mais si vous écoutez Les Moulins de mon cœur et que vous n'êtes pas ému aux larmes, c'est qu'il y a un grave problème. Parce que c'est, pour moi, un des plus grands chanteurs. J'ai fait écouter justement cette version à Paolo Fresu lors des voyages qu'on a fait dernièrement. Il m'a dit, mais qui c'est qui chante? C'est Gaetano Veloso? J'ai dit, non, c'est Michel Legrand. Il m'a dit, mais en Italie, on ne connaît pas. Du coup, il a mis sur Facebook, mais voilà, mais c'est un chef-d'œuvre. C'est à découvrir, à redécouvrir. Puisqu'on parle de votre actualité, il y a aussi le 17 mai, un festival à Saint-Germain-des-Prés, un festival de jazz. Là aussi, vous serez présent parce que ça fait partie des traditions, Richard Galliano. Oui, ça sera un concert en solo, un peu dans comme ce disque de Tokyo,
À la différence que en solo, j'ai la liberté de jouer vraiment ce que j'ai envie sur le moment, et je ne fais pas de programme avant. J'attends vraiment le dernier moment d'être confronté au public, l'acoustique aussi, et là je décide déjà le premier morceau que je vais jouer, et ça me laisse beaucoup de liberté, et ça ouvre vraiment une porte à l'émotion beaucoup plus grande que si on prémédite un bon programme, vous voyez, si on se dit je vais jouer ça, puis un second ça, et si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, votre vie est faite de moments d'émotion, Richard Galliano. Oh oui, je pense que notre véhicule, c'est l'amour, qu'on soit artiste ou pas, c'est l'amour, et la musique et l'art véhiculent tellement ça d'une manière. Ah, c'est pour ça que des fois c'est dommage quand on entend des musiciens, on a l'impression qu'ils jouent la guerre. Non, ne jouez pas la guerre, jouez l'amour. La guerre, elle est déjà dans les rues, elle est de partout. Nous, musiciens, il faut véhiculer ce sentiment d'amour, d'émotion, que seuls les poètes peuvent transcrire avec des mots. Et vous avez l'amour de votre métier, et vous continuerez longtemps comme ça. Je rappelle qu'il y a cet album The Tokyo Concert avec ses morceaux inédits enregistrés en un soir à Tokyo sans montage, qu'il y a cet hommage à Michel Legrand au Grand Rex avec beaucoup d'artistes dont vous allez assurer la direction artistique avec beaucoup d'émotion, je pense. Et puis cette soirée, ce concert à Saint-Germain-des-Prés le 17 mai, et entre-temps quelques voyages dans le monde entier. Oui, je repars dans 2 jours là. Ah ben voilà. À Cologne, je m'en vais. Merci en tout cas d'avoir trouvé le temps de venir dans ces Clés d'une vie sur Sud Radio et de vous être aussi bien raconté, Richard Galliano. C'était un plaisir, et vive le direct. Bravo. Absolument. Merci. Merci à vous. Dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaye. Ensuite, ce sera Trina Magdine. Et ensuite, les vraies voix de Sud Radio avec Christophe Bordet, Philippe David et leurs équipes. Et nous, on se retrouve demain à 13h pour d'autres Clés d'une vie. Bonne journée. Merci. À demain.